Nouvelles orientations pour mieux assurer la protection sociale des populations vulnérables au Burkina Faso. Ces orientations ont été définies à la 5e session du Conseil national de protection sociale qui s'est tenue ce jeudi à Ouagadougou. La rencontre a également servi de cadre pour faire le bilan des actions menées au profit des populations en situation de précarité. À côté de la protection sociale, il faut assurer la sécurité alimentaire des Burkinabés. Les mécanismes de prévention et de gestion des crises alimentaires ont été au cœur d'une rencontre tenue ce 20 juillet à Ouagadougou. Il s'agit de la 9e Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous en saurons davantage avec l'invité de ce 20h, le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Dans l'actualité également, le ministère en charge de l'économie se prononce sur le mouvement d'humeur qui prévaut au sein de ce ministère. Cela fait 3 jours que ce mouvement d'humeur est observé par les militants du SATB et du SNAID. Les modalités de répartition du fonds commun demeurent le principal motif de ce mouvement d'humeur. À l'étranger, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo reste en prison. La Cour pénale internationale n'a pas accédé à la demande de sa libération provisoire, mais la Chambre de la CPI a demandé un réexamen de la situation de l'ancien président ivoirien détenu depuis plus de 6 ans pour crimes contre l'humanité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Tout d'abord, sachez que la Banque mondiale a produit un rapport systématique sur le développement du Burkina Faso. Ce rapport fait un diagnostic et les recommandations à l'État burkinabé pour l'atteinte de ses objectifs de développement. Le dit rapport a été présenté cet après-midi au Premier ministre et à certains des membres de son gouvernement. Des précisions avec Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. La Banque mondiale restitue au Premier ministre, ainsi qu'à certains membres de son gouvernement, les conclusions du diagnostic systématique du Burkina Faso. C'est un diagnostic analytique du groupe de la Banque mondiale pour identifier les priorités qui permettront au Burkina Faso d'atteindre les objectifs d'éradication de la pauvreté pour une prospérité partagée. Ce diagnostic a donc permis de cerner les contraintes auxquelles fait face le Burkina Faso pour atteindre ses objectifs de développement. On a présenté en gros 10 contraintes qui représentent justement les résultats de ces consultations qui passent, par exemple, la première contrainte, c'est la gestion des ressources naturelles du Burkina Faso, jusqu'à la 10e contrainte qui est l'optimisation de l'urbanisation. Et on passe à travers des contraintes macroéconomiques, des contraintes qui empêchent le secteur privé à mieux faire pour le développement, des contraintes sur les aspects genre, l'inégalité qui empêche que les femmes participent plus dans le processus de développement du pays. Cette difficulté désormais connue, la Banque mondiale promet porter main forte au Burkina Faso pour lever ces contraintes et placer le pays sur les rails du développement. Plus tôt dans la matinée, le Premier ministre a échangé avec le vice-président pour l'Afrique et l'océan Indien du groupe aéronautique Airbus. Des échanges pour jeter les bases d'un partenariat entre ce groupe et la compagnie nationale Air Burkina. Avec ce partenariat, la partie burkinabé devrait connaître une expansion de ses activités. Le point de l'audience avec Césaire Carrefour, Lambert Soma et Draman Guéné. Le vice-président d'Airbus pour l'Afrique et l'océan Indien, à travers cette rencontre avec le Premier ministre, est venu explorer les meilleures stratégies pour relancer les activités de Air Burkina. C'est leur permettre d'avoir des produits qui sont beaucoup plus efficaces que le produit qu'ils ont aujourd'hui, qui ne coûtent pas nécessairement plus cher. Ça permettra de diminuer le coût d'exploitation et offrir un produit aux passagers, mais surtout aussi permettre au pays de pouvoir exporter, que ce soit en agriculture, et aussi ouvrir le pays aux investisseurs. Avec ce partenariat naissant, Airbus entend créer de l'emploi au Burkina à travers l'expérience fructueuse déjà acquise en Asie et reprise dans d'autres pays africains. Pour le ministre des Transports, c'est une aubaine. C'est très intéressant, en tout cas par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, avec la flotte que nous avons. La proposition d'Airbus est absolument très intéressante. Vous allez en savoir en tout cas très prochainement dans les jours à venir et très rapidement. Airbus va aider le Burkina à développer le domaine de l'aviation avec l'espoir de voir Air Burkina faire des commandes d'avions
dans les années à venir. Dans l'actualité également, le Conseil national de protection sociale a tenu sa 5e session ordinaire ce 20 juillet à Ouagadougou. Une session consacrée à la réflexion en vue d'impulser des orientations pour un bon fonctionnement de la protection sociale au Burkina Faso. À l'occasion, le secrétariat permanent du Conseil national de protection sociale a fait le point des activités menées pour améliorer les conditions de vie des populations burkinabées. Des précisions avec Yacouba Gamine et Mounira Kéri. Le Conseil national pour la protection sociale fait le point de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de protection sociale. 2016 et 2017 ont connu la concrétisation de plusieurs projets prioritaires, parmi lesquels l'accès à la santé, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation et la création de meilleures conditions pour l'autonomisation des couches vulnérables. C'est de décider que, étant donné qu'un outil a été stabilisé pour identifier les populations vulnérables, que ce serait bon que l'on puisse passer rapidement à l'échelle pour identifier effectivement ces populations et apporter rapidement les réponses idoines. Ça, c'est un élément important. Cette 5e session permet également au Conseil national pour la protection sociale de présenter les résultats de l'opération pilote de ciblage des personnes vulnérables. Quand vous prenez les ressources humaines au niveau des services sociaux communaux dans les mairies, ce n'est pas souvent facile, c'est souvent 1 ou 2 personnes qui font le travail. Donc on a besoin quand même qu'on puisse renforcer cet état de choses-là. Et il faut qu'on travaille à ce que dans les différentes communes du Burkina Faso, il y ait des services sociaux communaux qui ont le personnel requis pour vraiment faire marcher les choses. Plus d'équité et de justice sociale au Burkina, c'est tout le sens de cette session. Et pour y arriver, le gouvernement et ses partenaires au développement entendent mutualiser davantage leurs moyens afin qu'aucun Burkinabé ne soit exclu dans la répartition des fruits de la croissance économique. Les populations vulnérables peuvent également compter sur le soutien de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À travers le ministère en charge de l'agriculture, l'UEMOA met à la disposition des communautés rurales des infrastructures agricoles, dont des magasins de stockage et de conservation des récoltes. La remise officielle de ces infrastructures est intervenue le samedi dernier à Banfora. Le reportage d'Idrissa Traoré et Rachid Sawadogo. Cet acte est le résultat d'une parfaite collaboration entre le Burkina Faso et l'UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine vient de mettre à la disposition de l'État burkinabé à Banfora des infrastructures agricoles composées entre autres de 30 aires de séchage, de 38 magasins de stockage et une ligne de nettoyage, le tout estimé à 306 millions de francs CFA. Aucun État tout seul ne peut gérer la question agricole. C'est des ressources partagées que nous avons en matière d'agriculture. La sécurité alimentaire, c'est une affaire de gestion des stocks, d'abord sur le plan national, mais également sur le plan régional. Et c'est pour ça que nous allons poursuivre ce programme en construisant d'autres magasins. Ces infrastructures remises au ministère en charge de l'agriculture sont rétrocédées aux organisations paysannes et à la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire. Aujourd'hui, nous sommes très fiers, très satisfaits. On ne sait même pas comment exprimer notre joie parce qu'on était dans le besoin. Vraiment, on remercie l'UEMOA et l'administration, le ministère de l'Agriculture qui nous a épaulés pour avoir ces infrastructures-là. Alors, si aujourd'hui on a la chance que l'UEMOA a financé tous ces magasins avec les accessoires pour aussi conserver ces denrées alimentaires, à tout moment on peut les sortir et les vendre à un coût raisonnable, à un prix satisfaisant, aussi bien pour le producteur, aussi bien que le consommateur. Le programme de construction de ces magasins de stockage et de conservation des récoltes résulte d'une convention. Une convention signée entre le Burkina Faso et l'UEMOA en février 2013. Voilà qui nous amène à parler du Conseil national de la sécurité alimentaire. Ce conseil a tenu ce 20 juillet à Ouagadougou sa 9e assemblée générale. Des préoccupations telles que l'insécurité alimentaire, la malnutrition et l'accès des populations aux services sociaux de base ont été examinées à cette rencontre. Le reportage de Salifou Belem et Maïmouna Traori.
Quelle stratégie pour une résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle? Les membres statutaires du Conseil national de sécurité alimentaire se concertent. La récurrence des chocs, inondations, sécheresses, attaques aviaires, hausse des prix inquiète et il faut des mécanismes appropriés de prévention des crises alimentaires et nutritionnelles. À chaque instant que nous avons des crises, c'est en ce moment qu'il faut trouver les solutions. Alors, quand il faut trouver les solutions, alors que les personnes qui sont vulnérables sont touchées dans leur profond être, ça cause beaucoup de problèmes. Alors, il y a l'adage qui dit que mieux vaut prévenir que guérir. Et c'est pour cela que cette session va se pencher sur la prévention et faire en sorte que plus jamais on ait des crises de ce genre que nous avons connues par le passé et qui a vraiment mis les populations vulnérables dans des situations très délicates et très honteuses. Cette 9e session de l'Assemblée générale du Conseil national de sécurité alimentaire est consacrée à l'examen des mécanismes de prévention existants et à l'élaboration d'une méthodologie consensuelle de ciblage des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de résilience sans parler d'identification des bénéficiaires. Si on ne sait pas envers qui, si on ne sait pas qui doit bénéficier des interventions, nous risquons toujours de rester dans le saupoudrage et bien sûr, nous n'allons pas atteindre notre objectif majeur qui est bien sûr zéro faim d'ici 2035. Il est attendu de ces travaux des décisions fortes et des solutions concrètes. Voilà, pour plus de détails sur cette rencontre, nous recevons le premier responsable du ministère en charge de l'agriculture, M. Jacob Ouedraogo. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir, madame. Alors, le thème de cette Assemblée générale a porté sur la prévention et la gestion des crises. On vous a entendu dire qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Justement, quels sont les mécanismes dont dispose le Burkina Faso pour justement prévenir et gérer les crises alimentaires? Les mécanismes sont nombreux et vous savez bien que dans notre pays, on a un Conseil national de sécurité alimentaire avec tous ses démembrements. Nous avons le secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Nous avons le système d'alerte précoce qui prévient, qui donne les informations utiles qui permettent à ce qu'on prenne les dispositions nécessaires. Nous avons la SONAGES qui gère les stocks de sécurité et qui permet à ce que nous puissions justement réagir à temps opportun pour résoudre les problèmes de sécurité alimentaire. Nous avons le CONASUR qui intervient en cas de catastrophe et qui arrive à secourir en urgence les populations vulnérables qui se retrouvent dans des situations délicates. C'est un peu tout ce système qui se met en branle pour essayer de réagir en cas de vulnérabilité. Mais il faut se dire aussi que le gouvernement élabore chaque année un plan de soutien. Ce plan de soutien fait ressortir déjà dans le mois de novembre toutes les populations qui sont ciblées, qui doivent être soutenues, et le volume global des interventions pour justement réagir rapidement et gérer les crises durant l'année. Et justement, le gouvernement, chaque année, le fait. Et cette année aussi, nous avons pris le soin de faire différentes opérations pour résoudre ces questions-là. Et justement, on parle de sécurité alimentaire sévère déjà dans le Sahel burkinabé. Justement, que prévoit le gouvernement dans ce sens? Oui, justement, dans ce sens, comme je l'avais dit, dans le plan de riposte, nous avons prévu, nous avons un programme national de sécurité alimentaire et nutritionnelle et il y a des actions qui sont menées par les ONG, par les projets et programmes, par les différentes directions régionales et dans les directions provinciales et aussi par le CONASUR qui fait en sorte que nous puissions atteindre les populations vulnérables là où elles sont. Et justement, c'est pour ça que nous avons essayé de réfléchir sur le ciblage pour pouvoir les toucher au moment où il le faut. Alors, Monsieur le ministre, cet AG se tient au moment où le monde paysan est confronté à des attaques de chenilles dans plusieurs régions. Et comment est-ce que le gouvernement gère cette situation? Et le gouvernement gère ses préoccupations justement en anticipant. Vous savez bien que les chenilles, chaque année, viennent. C'est comme les oiseaux granivores
qui viennent périodiquement. Le gouvernement n'attend pas que la période arrive pour prendre les dispositions. Aujourd'hui, nous avons en début la troisième décade du mois de juin, nous avons été touchés par les chenilles au niveau de la région du sud-ouest, juste 10 jours après dans la région des Cascades et après dans les régions de Haut-Bassin. Dès que la situation a été signalée, les équipes phytosanitaires avaient été mobilisées pour intervenir dans ces zones. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons le point que c'est plus de 10 régions qui sont touchées, mais le dispositif a été déclenché pour couvrir toutes les régions et faire en sorte que nous puissions détruire ces chenilles-là. Aujourd'hui, 16 000 hectares sont touchés et nous avons pu traiter 12 000 hectares et 81% de ces chenilles ont été vaincus. D'accord. Alors, et pour revenir à la 9e Assemblée générale tenue donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée des grandes conclusions de cette Assemblée? Les grandes conclusions de cette Assemblée, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir un ciblage assez précis. Parce que vous savez bien qu'est vulnérable celui qui a besoin de soutien. Et qui est vulnérable réellement? Il faut vraiment que les outils, la méthodologie des ciblages, les instruments pour toucher ces personnes puissent être bien peaufinés et que nous puissions avoir des actions pertinentes. Nous avons voulu quand même que nous puissions faire en sorte que la résilience des populations se fasse. Il ne faut pas attendre que les situations soient très difficiles pour agir. Il faut permettre à ce que nous puissions déployer sur toutes nos régions vulnérables des actions qui permettent à ce que les personnes vulnérables puissent se prendre en charge et qu'on se quitte de cette vulnérabilité. Pour terminer très rapidement, Monsieur le ministre, un mot sur la campagne agricole. Quels sont les échos qui vous parviennent? La campagne agricole est carrément installée sur toutes les régions de notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons noter que les pluies qui sont tombées vont de 72 mm à 645 mm, ce qui est une très bonne chose. Et on est justement, par rapport à l'année passée, une abondance de pluie. Ce que nous saluons. Seulement, nous avons des poches de sécheresse par zone, mais globalement, la saison est satisfaisante. Merci beaucoup, M. Jacob Ouedraogo, pour toutes ces informations. Je rappelle que nous recevions le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques dans ce journal. Et suite de cette édition, l'École nationale de la police met de nouvelles compétences à la disposition du ministère de la Sécurité. Plus de 1000 assistants de police ont effectué leur sortie de promotion ce 20 juillet à Ouagadougou. Cette 46e cuvée de l'École nationale de la police se donne pour défi majeur la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. La cérémonie de sortie de promotion a été présidée par le Premier ministre Issa Kafando et Draman Guéné. Voici qui donne un nouveau souffle à la police nationale. 1185 nouveaux hommes, dont 26 de la police municipale, issus de l'École nationale de la police, intègrent les troupes sur divers fronts. Dévouement pour la nation, c'est le nom de baptême de cette 46e promotion. Une promotion attendue sur tous les plans, dans le sens d'un retour définitif à la quiétude au Burkina. Le dévouement à la cause de l'État, le dévouement pour la sécurité nationale, le dévouement pour la patrie, la défense de la patrie, en ce temps aussi troublé par les fléaux que vous connaissez, à savoir l'incivisme qui sévit dans le monde maintenant, et également l'autre mal que nous connaissons tous, qui est la lutte contre le terrorisme. Ils ont passé 2 ans à l'École nationale de la police à allier théorie et pratique pour être à la hauteur de nouveaux défis sécuritaires. Pour les impétrants, cette 46e promotion ne constitue pas un complément d'effectif, mais plutôt une compétence opérationnelle. Un argument qui rassure le patron de la sécurité burkinabé, qui propose des attitudes à adopter pour y parvenir. Unité, travail, loyauté, état devise, probité, civisme et courtoisie font de toi le Burkinabé idéal. De faire en sorte que le défi du siècle soit relevé ici au Burkina Faso. Nous sommes prêts à tout moment, à chaque heure, à chaque instant, à le faire.
je ne vois pas ce qui puisse nous empêcher quand même de ne pas évoluer dans notre formation et dans la mise en application de notre formation sur le terrain où que nous soyons. Cette 46e promotion de l'École nationale de la police a choisi pour parrain Moumina Chérif Sy, le haut représentant du président du Faso. La cérémonie est aussi marquée par une parade des troupes, suivie de démonstrations des techniques d'intervention. Des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad ont entamé une rencontre de haut niveau ce jeudi dans la capitale burkinabé. À cette rencontre, il est question du financement des systèmes de santé des pays concernés. La question de l'explosion démographique dans les pays de la CEDEAO sera également abordée à cette rencontre initiée par l'Assemblée nationale en collaboration avec l'Organisation ouest-africaine de la santé. Pawadrogo Jansongo, Bouma Ernest Nebi. Ils sont des parlementaires venus des pays membres de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad. Ils vont mener la réflexion sur la question du financement de la santé. Un système de santé qui jusque-là fonctionne dans la plupart des pays africains avec des budgets dérisoires. Avec des budgets de l'ordre de 3 à 4% pour la santé par année, on ne peut pas faire de la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était important d'associer les parlements de notre espace CEDEAO pour qu'ensemble nous puissions étudier cette question. Aujourd'hui, pour réellement garantir que chaque Burkinabé a accès à des soins de qualité, il faut que l'État investisse à peu près 50 000 francs sur chaque tête de Burkinabé. Donc vous voyez le gap et la nécessité de ce genre de plaidoyer. Pour un développement harmonieux des pays de l'espace CEDEAO, le tout n'est pas d'allouer seulement des budgets conséquents à la santé, mais il faut aussi trouver une solution urgente à l'explosion démographique. Et à cette rencontre, la question fera l'objet d'échanges. Les questions de santé, les questions de développement, notamment les questions récurrentes de crise que nos États rencontrent, le chômage, souvent c'est lié à l'explosion démographique. Cette rencontre de Ouagadougou doit susciter à terme l'accélération de la mise en œuvre des accords d'Abuja. Des accords selon lesquels chaque pays membre de la CEDEAO doit allouer à son système de santé 15% de son budget national dans l'année. Et justement, dans le cadre de cette rencontre de haut niveau des parlementaires de la CEDEAO, de la Mauritanie et du Tchad, vous allez le voir en image, le président de l'Assemblée nationale du Niger est arrivé cet après-midi dans la capitale burkinabé. À l'aéroport international de Ouagadougou, il a été accueilli par son homologue burkinabé, le président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Et ce sont des images rapportées pour nous par Urbain Benito Somé. Autre point de l'actualité, la gestion rationnelle des ressources minières a fait l'objet d'un atelier qui a débuté le 17 juillet dernier à Bobo-Dioulasso. Les élus locaux et nationaux prennent part à cet atelier initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. L'ambition du CGD est d'amener ces élus à maîtriser les textes relatifs au secteur minier afin de prendre des décisions allant dans le sens d'une meilleure gouvernance de ce secteur. Martin Zerbo, Mireille Carole, Tougma. La bonne gouvernance dans le secteur minier est au cœur de cet atelier. Eux, ce sont les parlementaires et les corps de contrôle de l'État. Ils sont là pour approfondir la réflexion sur les enjeux du secteur minier. Les parlementaires que nous sommes, et dans le cadre de l'action, du contrôle de l'action gouvernementale, nous devons effectivement avoir toute la matière pour bien apprécier effectivement, non seulement en matière de textes réglementaires, et également toute la stratégie du gouvernement qui dans ce secteur-là. D'où la nécessité d'une telle formation qui a pour ambition de mettre le secteur minier au service du développement économique et social. Nous devons faire en sorte d'avoir une expertise pour mieux encadrer le secteur minier. Sur le plan financier, d'abord, pour pouvoir impulser les actions de développement, mais également sur le plan environnemental. On va harmoniser les procédures au niveau des corps de contrôle parce qu'il y a l'IGF, l'ASE, la Cour des comptes qui auront à discuter et ils vont discuter également avec les élus locaux et les élus nationaux. Alors cela va permettre de connaître les différentes procédures des acteurs pour qu'il n'y ait pas de clash et qu'il y ait surtout une complémentarité dans la mise en œuvre de leurs prérogatives.
L'atelier est initié par le Centre pour la gouvernance démocratique. À terme, il devrait contribuer à une meilleure répartition des retombées du secteur minier. Retour à Ouagadougou pour évoquer cette nouvelle crise qui prévaut au ministère en charge de l'économie. Cet après-midi, les responsables de ce ministère ont donné des éclaircissements sur le mouvement d'humeur décrété par le syndicat autonome du Trésor du Burkina et le syndicat des agents des impôts et des domaines. La pomme de discorde demeure les modalités de répartition du fonds commun dont bénéficient les agents du ministère en charge de l'économie. Issaka Ouedraogo, Zubavier David Adabiri. Les modalités de répartition du fonds commun entre agents du Trésor, de la comptabilité publique et des impôts, voilà la raison principale des sit-ins qui s'écoutent depuis lundi dernier, le ministère de l'économie, des finances et du développement. Réunis à cette conférence de presse, les premiers responsables du ministère font le point de la situation. Nous avons estimé qu'il était important que si les parts qui devaient être versées à l'ensemble du personnel du ministère ont été revus à la hausse. Il est important que le partage aussi se fasse de manière équitable, donc à défaut d'être égalitaire. Et donc c'est ce débat-là qui a été porté à l'attention de nos partenaires sociaux, qui sont donc les syndicats, lors d'une rencontre récente, avant justement les délais qui étaient prévus pour donc la répartition du fonds commun. Et en sus, bien entendu, des éléments de désaccord qui était en train d'être amorcé par le dialogue permanent que nous entretenons au sein du ministère pour justement aboutir à un consensus qui aurait permis de valider de nouveaux textes. Tout en saluant l'état d'esprit dans lequel se déroulent ces mouvements d'humeur, le ministère en appelle à la discussion pour une sortie de crise. Le ministère de l'économie, des finances et du développement encourage tous les agents de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et de la direction générale des impôts à occuper normalement leur poste de travail dans la mesure où aucun de leurs acquis n'est remis en cause, encore moins le respect des accords conclus avec les différents partenaires sociaux. Il indique sa disponibilité constante au dialogue avec ses partenaires sociaux pour qu'ensemble le consensus prévale. Ces sit-ins observés par le syndicat autonome du Trésor du Burkina et le syndicat des agents des impôts et des domaines font suite à un non-consensus sur la relecture de l'arrêté portant conditions et modalités de répartition du fonds commun. Une relecture qui était prévue pour fin juin 2017. Au ministère en charge de l'environnement, le comité de pilotage du programme d'appui au secteur forestier s'est réuni le 17 juillet dernier à Ouagadougou. Il s'agissait de la première session ordinaire de ce comité au titre de l'année 2017. L'objectif de cette session était d'examiner et d'adopter le rapport final des activités de 2016. L'état de mise en œuvre des activités de l'année en cours a également été évoqué. Retour sur l'ouverture de cette session avec Issa Kafando, Mariam Daou et Kadi Sanogo. Réuni à cette première session ordinaire de l'année 2017, le comité de pilotage du programme d'appui au secteur forestier passe en revue les activités menées au cours de l'année. Pour les parties prenantes du programme, plusieurs défis restent à relever pour être au rendez-vous du 31 décembre 2017, date de clôture du programme. L'objet de cette session, c'est d'apprécier la vie donc, du programme. Donc il s'agira d'examiner et d'adopter le rapport d'activité de l'année 2016. Nous allons examiner l'état d'avancement de nos activités au 30 juin de l'année 2017. Comme vous le savez, c'est un programme qui prend officiellement fin en 2017, mais ça ne marque pas la fin de la collaboration avec nos partenaires. Donc nous avons déjà engagé un processus de réflexion pour la phase 2 du programme. La Suède et le Luxembourg accompagne le Burkina Faso depuis 2013 dans la mise en œuvre de ce programme. Un projet qui vise la gestion durable des ressources forestières. Le PASF, c'est un programme très ambitieux qui essaye de faire un grand effort de sauver la forêt burkinabé. Bon, la Suède est en train de préparer une nouvelle stratégie de coopération avec le Burkina. Des propositions réalistes et réalisables sont attendues des participants de cet atelier, selon le président du comité de pilotage. Toute chose qui devrait faciliter la poursuite des activités de 2017 et le démarrage de la deuxième phase en 2018.
Actualité internationale avec cette brève en sport, le comité exécutif de la Confédération africaine de football opte pour une CAN à 24 équipes. La décision a été prise ce 20 juillet à Rabat au Maroc lors d'un symposium sur la vision du football africain. Des recommandations ont été faites également sur la période de déroulement de la compétition et sur ce point, un consensus a été trouvé et la CAN pourrait se tenir en juin et juillet. Et puis, le 8e jeu de la francophonie s'ouvre demain à Abidjan en Côte d'Ivoire, une compétition à laquelle des représentants burkinabés prendront part à travers des disciplines telles que le football, le cyclisme, l'athlétisme et bien d'autres. En football, les étalons jouent dès demain à 9 h contre le Liban. Et justement, en rapport avec ce 8e jeu de la francophonie, sur invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, le président du Faso, son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, assistera le vendredi 21 juillet 2017 à Abidjan à la cérémonie officielle d'ouverture des 8e Jeux de la francophonie. Synonyme de rencontre d'ouverture et d'échange, les Jeux de la francophonie associent disciplines sportives et culturelles. Ils s'offrent à la jeunesse de 77 États et gouvernements de la francophonie, dont le Burkina Faso, un cadre d'enrichissement, de stimulation et d'expression de sa vitalité. En rappel, c'est en mars 2013 que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter ces 8e Jeux de la francophonie lors de la 87e session du Conseil permanent de la francophonie. Et les 8e Jeux de la francophonie s'ouvrent demain alors que le calme semble revenir à Abidjan après des tirs nourris hier. La sécurité est désormais assurée dans plusieurs quartiers de la capitale économique ivoirienne. Les derniers incidents sont survenus après le remaniement ministériel dans ce pays. Le calme semble être revenu dans plusieurs quartiers de la ville d'Abidjan en Côte d'Ivoire après les tirs entendus mercredi soir. La police et les forces de l'ordre ont repris le contrôle des quartiers de Yopougon et de Cocody. Selon plusieurs témoins, les incidents ont débuté peu avant 22 h locales à l'école de police de Cocody et ont duré environ une demi-heure. Des hommes armés de fusils se sont emparés de plusieurs véhicules, soulignent les mêmes sources. D'autres personnes affirment que ces tirs ont été menés par des policiers cagoulés avec des gilets pare-balles. Ces incidents sont survenus quelques heures après un remaniement ministériel mercredi et la nomination d'un nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, un proche du président Alassane Ouattara. Le nouveau patron de la Défense a promis de s'engager avec détermination et fermeté à la reconstruction d'une armée secouée par des mutineries depuis le début de l'année. Des événements qui surviennent à moins de 48 heures de l'ouverture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, où sont attendus 4000 jeunes athlètes et artistes de 53 pays, ainsi que de nombreuses personnalités internationales. Et l'ancien président ivoirien, lui, ne quittera pas la prison. La demande de liberté provisoire de Laurent Gbagbo a été rejetée par la CPI. Rappelons que l'ancien président ivoirien est détenu depuis plus de 6 ans pour crimes contre l'humanité. Pas de libération pour l'instant pour Laurent Gbagbo, mais la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a demandé un réexamen de la situation de l'ex-président ivoirien. Détenu depuis près de 6 ans à La Haye, Laurent Gbagbo avait fait appel en mars de la décision de la CPI de le maintenir en détention durant toute la durée de son procès pour crime contre l'humanité. Le juge de la Chambre d'appel évoque des erreurs lors du premier jugement. Le procès, qui s'est ouvert en janvier 2016, pourrait durer plusieurs années. Pour justifier sa demande de remise en liberté conditionnelle, l'avocat de Laurent Gbagbo avait mis en avant les souffrances physiques et psychologiques de son client. Âgé de 72 ans, Laurent Gbagbo a régné pendant une décennie sur la Côte d'Ivoire. Mais son refus de quitter le pouvoir après sa défaite face à son rival Alassane Ouattara lors de la présidentielle de 2010 avait plongé le pays dans le chaos et la guerre civile. Meurtres, viols, persécutions et autres violences avaient fait plus de 3000 morts en 5 mois. En avril 2011, après plusieurs jours de combat à Abidjan, Laurent Gbagbo était finalement arrêté par les forces d'Alassane Ouattara, soutenues par l'armée française. Justement, le rejet de la demande de libération provisoire de l'ex-président ivoirien est commenté dans les parutions de ce jeudi. Les quotidiens analysent également l'avant-projet de constitution de la 5e République. Voici la revue de presse signée Aimé Solange Guigma. Constitution de la 5e République, la commission de rédaction chez le président Kaboré titre l'Express du Faso et remet l'avant-projet au chef de l'État, précise aujourd'hui au Faso.
Le quotidien retient qu'il ne sera plus possible pour un chef d'État de briguer plus de 10 ans de façon continue ou discontinue. C'est donc un article 37 verrouillé à double tour, conclut l'observateur Palga. Le refus de libération provisoire de Laurent Gbagbo en débat également dans les quotidiens du jour. Le Christ de Mama n'est pas descendu de sa croix, note le pays à ce sujet. Les portes de Schwinningen restent ainsi closes pour Gbagbo, mais néanmoins entrebâillées, nuance aujourd'hui au Faso. Car, explique l'observateur Palga, la chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné au juge de réexaminer la demande de libération du père fondateur du FPI. D'où une lueur d'espoir dans la cellule de Gbagbo, selon ce journal. À moins que d'ici là, d'autres considérations politiques douchent de nouveau l'espoir de l'accusé. Pendant ce temps, en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara réaménage son gouvernement. Ahmed Bakayoko, nouveau ministre de la Défense, indique Sidoya. Ado jette donc son dauphin dans l'arène, souligne aujourd'hui au Faso, pour qui cela pourrait aider à sauver les meubles, surtout après la déculottée subie par Alain Douahi. Aléa Jacta S, la guerre de l'après-Ouattara a ainsi débuté, insiste ce journal. L'observateur Palga se demande d'ailleurs si ce n'est pas un peu risqué pour le chef suprême des armées d'ouvrir franchement le front anti-Soro alors même que son alliance politique avec le PDCI-RDA semble partir en lambeaux. Et pour terminer ce journal, sachez que ce soir sur la RTB, vous aurez votre émission Santé Mag. Maïmouna Dao et ses invités vont vous aider à décrypter les maladies rénales, comment fonctionnent vos reins, quelles sont les maladies rénales auxquelles vous êtes exposés, comment faire pour les éviter. Des témoignages et des spécialistes de la santé vous aideront à mieux comprendre les maladies rénales. Votre émission Santé Mag, c'est donc tout à l'heure à partir de 21h. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à la RTV.